Bonsoir à tous et bienvenue. 751 milliards de francs CFA, c'est le montant du troisième contrat de désendettement et de développement de la Côte d'Ivoire. Le lancement de la mission d'instruction a eu lieu ce jour, un montant qui permettra la construction de nombreux projets socio-économiques. Dernier avertissement pour les populations de Broma-Côté affectées par le projet de construction du 4e pont d'Abidjan. Ils ont jusqu'à mardi minuit pour quitter les lieux. Une centaine de ménages sont concernés. Et puis Emmanuel Macron et son nouveau Premier ministre ont dévoilé la composition du gouvernement de Jean Castex, un gouvernement qui incarne le nouveau chemin selon le président français. Plus de 700 milliards de francs CFA, c'est le montant du troisième contrat de désendettement et de développement de la Côte d'Ivoire, fruit de la coopération franco-ivoirienne. Déclaration du ministre de l'Économie et des Finances ce jour lors du lancement de la mission d'instruction du troisième C2D, une enveloppe qui servira notamment à la mise en œuvre de projets dans la sécurité, l'éducation ou encore le transport avec le métro d'Abidjan. Salif Yalekwe. Salle D de la primature à Abidjan-Plateau ce lundi. Plusieurs ministres ivoiriens d'une part, des officiels français conduits par l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire d'autre part. Un ordre du jour, la mission d'instruction du 3e C2D. Contrat de désendettement et de développement, une initiative d'allègement de la dette ivoirienne par la France. Le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly, représentant le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, à l'entame des travaux définit les priorités pour la Côte d'Ivoire. Les actes prioritaires sont la sécurité, l'éducation, formation, emploi, les technologies propres, le transport et notamment avec la ligne 1 du métro d'Abidjan et la résilience climatique. Ces différents axes sont liés aux défis socio-économiques actuels de notre pays. L'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, Gilles Huberson, s'est félicité des performances de cet outil qui reste, selon lui, la colonne vertébrale du partenariat franco-ivoirien. De tous les leviers de la coopération, le C2D reste bien la colonne vertébrale du partenariat franco-ivoirien. Fort de ses 8 ans d'existence, et de 2 programmes successifs de 1151 milliards de francs CFA, soit 1755 milliards d'euros. Pour sa part, la coordonnatrice du secrétariat technique du C2D a dressé le bilan de l'initiative. L'on note des résultats satisfaisants. Le C2D couvre les secteurs de l'éducation, formation, emploi, de la santé, l'agriculture, le développement rural et biodiversité, le développement urbain, eau et assainissement, les infrastructures de transport, la justice et la sécurité à travers la réinsertion sociale des militaires démobilisés. Le montant total restant est de 751 milliards de francs CFA qui fera l'objet d'instruction de ce 3e C2D. Le contrat de désendettement et de développement est un mécanisme de refinancement des échéances de dettes remboursées sous forme de dons. Pour rappel, la signature de l'accord bilatéral d'annulation de la dette a eu lieu le 24 juillet 2012 et a ouvert la voie à la signature du premier C2D à Abidjan le 1er décembre 2012. Cette rencontre sur le 3e C2D prendra fin vendredi 10 juillet. Les habitants du quartier Broma-Côté, sur l'emprise des travaux de construction du 4e pont d'Abidjan, ont jusqu'à demain minuit pour libérer les lieux, à moins de 48 heures du top départ du déguerpissement. Des occupants plient bagages ce lundi, d'autres en revanche traînent encore les pieds. Vous le verrez, Thierry Danger, Mathurin Badet. La libération de l'emprise du 4e pont d'Abidjan reprend finalement ce mercredi 8 juillet sur le site du quartier Broma-Côté et non plus ce lundi comme marqué sur les habitations et commerces concernés. À 48 heures de l'expiration de ce sursis, des occupants plient bagages. Pas question pour eux d'attendre les engins de l'opération de déguerpissement pour quitter l'emprise de ce pont, devant relier les communes de Yopougon et du Plateau en passant par Adjamé et Atekoubé. Nous sommes en train d'enlever
le matériel qui est là et tous les équipements. Nous n'avons pas encore fini, c'est pourquoi vous voyez tout le monde en travaux aujourd'hui. Ils ont donné date le 8, qui va faire décaissement de nos coins. Donc on a obligé d'enlever nos bâtiments. Sinon notre mouvement là, ça ne nous rase pas, mais on a obligé. Tous ne sont pas dans cette dynamique. Beaucoup d'occupants traînent encore les pieds. C'est le cas de ces commerces et habitations sur l'emprise où rien n'est entrepris pour quitter les lieux. Descendu sur le terrain, à 48 heures de l'expiration du dernier sursis, le secrétaire général de la préfecture d'Abidjan fait l'amer constat. Par moments, les échanges virent au dialogue de sourds. On a parlé d'un bâtiment, de 1 à 2, parce qu'il y avait le 01, il y a le 02. C'est ce qui nous a été... Le 02, c'est tout le bloc de l'école coranique. Voilà. Et le 01, c'est tout le bloc de la mosquée. Bon, maintenant, ça, nous, on ne savait pas. Quand les parties finissent par accorder leur violon, l'on sollicite une nouvelle date butoir. Notre doléance aujourd'hui, c'est que les autorités nous accordent un délai de déguerpissement. Au moins de 4, si possible, une semaine. Si ce n'est pas possible, de 4 à 5 jours. Pas question pour le collaborateur du préfet d'Abidjan qui écarte tout autre report. Il n'y a pas de sursis, il n'y a pas de report non plus. L'opération aura bel et bien lieu le mercredi matin. Ils ont pris l'argent, ils ont perçu leur dû, l'indemnisation, ils ont été informés, ils ont reçu des mises en demeure. Le dernier message, c'est un appel aux personnes concernées de prendre toutes les dispositions pour libérer les lieux. Sur les 21 bâtisses à casser mercredi prochain, seuls 4, selon les éclairages du maître d'ouvrage, vont être épargnés. Tous ceux qui sont en bleu, que vous voyez, c'est ceux qui n'ont pas encore été indemnisés, qui sont en négociation. Donc pour l'opération de demain, les 4 bâtiments que vous voyez en bleu ne seront pas touchés. Tous les propriétaires résidents, les propriétaires de bâtiments qui ont négocié ont été payés. Voilà, donc c'est sur ce plan-là qu'on va réaliser l'opération du mercredi. Voilà, et les autres bâtiments seront dans la prochaine phase. Notons que 143 ménages sont affectés par cette opération de déguerpissement. Qui gagnera la guerre de la communication sur la toile à l'approche de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire? Difficile de le deviner, mais les Web TV appartenant aux partis politiques et autres candidats fleurissent déjà sur la toile. Le contrôle de la communication sur Internet est devenu un enjeu essentiel et chacun y va de sa stratégie. Pierre Dipomélin, Eric Kimo. Des Web TV au service de diverses chapelles politiques pullulent sur la toile à quelques mois des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Gore TV pour les Gbagbo ou rien, Rassemblement TV pour le RHDP, PDCI 24. La guerre de la communication bat déjà son plein et l'occupation de l'espace public numérique, un enjeu pour les prétendants au fauteuil présidentiel. Les candidats ou potentiels candidats ne se font pas compter. Ils s'assurent d'avoir leurs propres canaux d'expression en plus de ceux de leur parti politique. AGC TV, un média consacré au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, candidat du RHDP, GKS TV, pour l'ancien président de l'Assemblée nationale, Soro Kigbafouri Diom. Les jeudis, c'est Mamadou Coulibaly, une plateforme qui permet à cet ancien président de l'Assemblée nationale de donner de la voix à travers ses chroniques. Et coup de gueule, KKB TV, la liste est longue. Ces candidats ou supposés n'ont visiblement pas l'intention d'attendre leur temps de parole à la télévision nationale. Pour Jean-Jacques Bougui, enseignant-chercheur à l'université Félix Faute-Boigny, l'Internet est un pain béni pour les politiciens qui n'ont pas toujours eu la chance d'être sous les projecteurs des médias classiques. Les raisons sont de différents ordres. Certains hommes politiques s'estiment moins bien médiatisés que d'autres et estiment que Internet aujourd'hui est une chance pour eux, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir diffuser leurs idées, de pouvoir parler à la population, de pouvoir donc exister, figurer dans l'espace public. Et pour d'autres hommes politiques, c'est un moyen de pouvoir continuer à renforcer, je dirais, une hégémonie médiatique. Si aujourd'hui les technologies d'information et de la communication sont une nouvelle piste, une nouvelle opportunité pour eux, il est clair que pour le politique, le contrôle du monde des médias, c'est quelque chose qui ne date pas d'hier, c'est quelque chose qui date de très longtemps. Je suis de ceux qui pensent quand même que ça reste un progrès pour notre société et que c'est à nous d'avoir l'intelligence de savoir comment les utiliser de la meilleure manière qui soit
pour en faire des éléments essentiels à notre démocratie, pour faire progresser notre démocratie. L'expert en communication numérique déplore cependant que ces web TV et autres plateformes digitales appartenant aux partis politiques servent pour la plupart du temps à faire que de la propagande au détriment du débat. Maintenant, on est bien obligé de savoir que, comme dans toute chose, il y a des limites. Et c'est sûr que pour beaucoup d'hommes politiques, et ce qu'on constate en tout cas à la veille d'élections, on reste d'abord dans une approche propagandiste. Voilà, où on est d'abord là pour vendre un candidat, vendre une idée, vendre un parti, et donc dans une communication persuasive qui n'est pas l'idéal quand on veut enrichir un espace public. L'espace public, c'est d'abord un espace de débat, de confrontation d'idées. Donc évidemment, on est dans ce que certains appelleraient cette forme de fragmentation de l'espace public, avec le risque que des gens se retrouvent dans des petits espaces publics, des gens qui pensent pareillement, qui ont les mêmes idées, et donc finalement l'idée de confrontation d'idées, d'échange, de débat peut d'une certaine manière être remise en cause. L'encadrement de ces nombreux médias en ligne reste un véritable défi pour les régulateurs. Si la pluralité des voix et des opinions dans l'espace public est une avancée pour la démocratie, il faut rester vigilant, car c'est aussi le nid des rumeurs et fausses informations opportunément véhiculées pour pourrir le climat social. Gagner la guerre de la communication sur la toile, oui, mais en toute responsabilité, dans le respect et le maintien de la cohésion sociale. Dans le reste de l'actualité aujourd'hui, la pandémie de Covid-19, 194 nouveaux cas enregistrés ce lundi, un nouveau décès et 317 personnes guéries. Écoutons les précisions de Mamadou Samba. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, lundi 6 juillet 2020, 194 nouveaux cas de Covid-19 sur 1404 échantillons prélevés, soit 13,8% des cas positifs, 317 guéris et un décès. Nous avons noté ce jour un décès survenu dans un établissement sanitaire privé. Il s'agit d'un patient de 70 ans, obèse, diabétique et hypertendu. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. À la date du 6 juillet 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 10 996 cas confirmés, dont 5 384 personnes guéries, 75 décès et 5 507 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 65 884. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que seul le respect des mesures barrières peut nous permettre de rompre la chaîne de transmission et de contrôler la pandémie sur notre sol. Il recommande donc à toute la population un strict respect de ces mesures barrières et notamment le port du masque lorsque nous sommes dans le lieu public afin de nous protéger et de protéger les autres. N'oublions pas que c'est nous qui déplaçons le virus. Et c'était donc le directeur général de la Santé. Vous l'avez entendu, ce lundi, on compte donc au Côte d'Ivoire 10 996 personnes positives au Covid-19, dont 5 384 guéris, 75 personnes décédées et 5 507 cas actifs. Et si la vie semble reprendre son cours normal en Côte d'Ivoire, en dépit de la maladie à coronavirus, certains secteurs restent toujours à l'arrêt. C'est le cas des acteurs du spectacle qui ne profitent pas de l'allègement des mesures de restriction. Ils disent être les grands oubliés de cette pandémie. Nadjaïja. Malgré l'allègement des mesures barrières liées au coronavirus, le rideau peine à se lever pour le monde du spectacle. Dans cet entrepôt de production événementielle, structures de scène, matériel de sonorisation et murs d'images sont empilés les uns sur les autres. L'entreprise est à l'arrêt depuis environ 5 mois à cause du coronavirus. Nous étions dans la période charnière de l'événementiel en Côte d'Ivoire. C'est une période au cours de laquelle on organise beaucoup de spectacles. Et là, on était dans la période des festivals. On devait entamer une vraie phase de
d'organisation de festivals, tout ça, mais tout a été annulé. Le compte est salé. Des centaines de millions de chiffres d'affaires perdus, environ 200 activités annulées depuis mars et des employés au chômage technique. Nous avons dû mettre tous les employés en chômage technique. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on l'a fait, mais on n'avait pas le choix. Il faut payer le local, il faut payer les factures. En même temps, il faut payer les impôts. C'est vrai qu'il y a eu un report de paiement d'un ensemble de factures. Mais après, si vous voulez, il faut payer. Même constat dans cette autre structure de production de spectacles. 100% de chiffre d'affaires perdu de mars à ce jour, avec en outre des risques d'endommagement du matériel. Là, c'est stocké humidité et poussière, parce qu'avant la saison pluvieuse, c'était vraiment la poussière dans le début de mars, avril. Et là, depuis quelques mois, c'est l'humidité, c'est la pluie, c'est l'humidité. Donc, du coup, le matériel est en train aussi de partir en ruine, en train de se gâter. Or, on a besoin aussi de pouvoir travailler, parce que le matériel, c'est beaucoup d'argent qu'on a investi. Une situation qui contraint ces structures à assurer une maintenance régulière, malgré la cessation d'activité. Saturnin CK, venu pour l'entretien des équipements dans cette structure, fait d'une pierre deux coups. L'arrêt des activités n'est pas forcément l'arrêt de l'évolution. Il faut toujours essayer d'apprendre, toujours essayer de s'améliorer et se perfectionner. Comme vous disiez, je suis un ingénieur son, mais aujourd'hui, je suis en train d'apprendre la lumière. Il faut aussi l'écran, donc il faut toujours s'améliorer. Comme lui, les acteurs du secteur essaient tant bien que mal de se maintenir actifs. Occupé au mixage d'un concert pour la production d'un DVD, Isiaka Soukoulé, ingénieur de son live, s'inquiète. Si rien n'est fait, plusieurs d'entre eux risquent de mettre la clé sous le paillasson. Si certains n'ont pas déjà fermé, j'en connais pas mal qui aujourd'hui, on va dire 30 employés, ne gardent seulement que 2 ou 3 pour la maintenance de leurs différents matériels, je veux dire. J'ai reçu pas mal d'appels de certains collègues qui aujourd'hui sont peut-être en train d'être expulsés par leurs différents propriétaires. Pourtant, selon ces entrepreneurs, leur secteur fait vivre un peu plus de 200 000 personnes en Côte d'Ivoire. Ça impacte la société. Qui dit économie dit quelque part culture. Il faut juste prendre un orchestre comme exemple, prendre un orchestre n'importe lequel. Tu te dis l'orchestre, il y a le chanteur et puis il y a 10 musiciens derrière. Ne serait-ce que ça. Mais ces 10 musiciens, s'il y a au moins 5 personnes ou 10 personnes qui comptent sur ce musicien, ben ça te fait tout de suite là une cinquantaine de personnes. Donc quoi que l'on dise, si ça touche le technicien, forcément ça touche toute une chaîne. Ils souhaitent donc leur prise en compte dans les décisions de lutte contre les conséquences économiques de la pandémie. Il n'est pas seulement question de dire, bon, ok, vous êtes combien? Vous êtes 100, chacun n'a qu'à venir prendre 100 000 et partir. Ce n'est pas seulement ça. Comment pouvions-nous collaborer avec l'État, faire des propositions sur la table et voir ensemble comment ça va continuer à être gagnant-gagnant? Après plusieurs sollicitations pour se faire entendre, ils ont pu bénéficier d'un retour de leur ministère de tutelle. Chez le président de l'Union nationale des techniciens de spectacle et audiovisuel, c'est l'heure de faire le point sur les actions à mener. Face à l'ampleur de la situation, il lance un cri de cœur. Que les autorités compétentes puissent se tourner un peu vers nous, qu'on puisse échanger et trouver des solutions adéquates pour nous permettre aussi de vivre. Si on veut respecter certaines normes, il y a certains spectacles qui peuvent se faire. Le monde du spectacle s'est arrêté depuis mars à l'annonce des premières mesures barrières. Le secteur, encore fortement dominé par l'informel, souffre à ce jour de son manque d'organisation. Sidi Diallo s'en va, qui le remplacera, c'est le grand suspense. Mais avant son départ, le président de la FIF, durant ces 9 dernières années, a dressé son bilan samedi dernier lors de l'Assemblée générale ordinaire de la FIF. Un bilan plutôt positif selon les présidents de clubs qui lui a valu un quitus à cette rencontre. Une rencontre qui a aussi permis d'installer la commission électorale en vue de l'élection du 5 septembre prochain. Salif Yadekwe. L'ex-ministre ivoirien des Sports, René Djedjemel Dibi, présidera la commission électorale de la Fédération ivoirienne de football. Ainsi, en a décidé la 58e Assemblée générale ordinaire de l'instance fédérale qui s'est tenue à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire. Il sera épaulé dans sa tâche par Mamadou Smaoro, président de la conférence des présidents de fédération, Lucien Boguinard, du Conseil national des sports, Maître Niamien Antoine, ancien président de club et notaire, Irie Bitou, ancien international,
le magistrat Abel Yohou et Sam Etiassi, directeur exécutif de la FIF. Cette équipe va conduire le processus qui devra aboutir à l'Assemblée générale élective prévue le 5 septembre prochain, à l'issue de laquelle l'on connaîtra le nouveau locataire de la Maison de Verre, située à Trècheville. Pour l'heure, Sori Diabaté, Yacine Idriss Diallo et Didier Drogba, tous présents aux assises de Yamoussoukro, ont déjà exprimé leur intention de candidature à la présidence de la FIF pour remplacer Augustin Sidi Diallo, qui ne se présentera pas. Ce dernier a par ailleurs obtenu le quitus des clubs à cette rencontre. Sur 81 clubs, 56 voix ont approuvé son bilan contre 25. Je remercie les dirigeants de clubs. Ce n'est pas parce que je suis dégoûté que je pars de la FIF. J'aime le football et j'ai fait beaucoup. Je vous remercie tous. Dans l'ensemble, je repars du football en ayant eu beaucoup de nouveaux frères, de nouveaux amis. Nous allons rester ensemble. Je ne serai plus le président, certes, mais je serai un grand supporter du Stella Club d'Abidjan. À l'étranger, remaniement ministériel en France, le gouvernement de Jean Castex, le nouveau Premier ministre, a été dévoilé en fin de journée ce lundi. Un nouveau gouvernement qui intervient à 2 ans de l'élection présidentielle en France et en pleine crise sanitaire. Selon Emmanuel Macron, il incarnera le nouveau chemin. Élie Traoré. La France a un nouveau gouvernement à 18 mois de la prochaine présidentielle. Mis en place après d'âpres tractations, ce nouveau gouvernement de 17 ministres de plein exercice, dirigé par le Premier ministre Jean Castex, est censé, après 3 ans de pouvoir du président Macron, donner un nouveau souffle à l'action gouvernementale, à travers des réformes comme celle de l'assurance chômage et celle des retraites. Le chef de l'État français avait annoncé un besoin, selon ses mots, de se réinventer alors qu'il n'est plus très populaire et que le pays se prépare à subir un fort contre-coup économique du fait de la pandémie de coronavirus. Ce gouvernement qui se veut de combat a misé sur l'expérience avec une surprise de taille. L'entrée du célèbre et très médiatique avocat Éric Dupond-Moretti comme garde des Sceaux, ministre de la Justice. Roselyne Bachelot, plusieurs fois ministre dans des gouvernements de droite, hérite du portefeuille de la culture. Jean-Yves Le Drian garde son portefeuille de l'Europe et des Affaires étrangères. Idem pour la ministre des Armées Florence Parly. Bruno Le Maire conserve l'économie et les finances. Gérald Darmanin permute des comptes publics à l'intérieur. Ce nouveau gouvernement devra s'atteler à plusieurs dossiers importants, dont certains explosifs, comme la réforme des retraites interrompue par le confinement, la relance économique après la crise du coronavirus, les négociations sur l'hôpital ou encore la mise en place d'une politique verte après la percée des écologistes au municipal. Nouvelle flambée de violence en République démocratique du Congo. 11 morts, dont des notables, des militaires et des policiers, dans une embuscade en Ituri attribuée à une milice locale, la Codeco, déjà accusée de massacre de civils dans cette région. Élie Traoré. Des militaires déchargent les corps des 11 victimes de l'embuscade en Ituri après leur arrivée à la morgue de Bunia, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Parmi les victimes de l'embuscade qui a eu lieu samedi et qui a été attribuée à une milice locale, Codeco, se trouvent des notables, des militaires, des policiers et une femme. 2 véhicules sont tombés dans une embuscade entre le chef-lieu provincial, Bunia, et l'épicentre des violences, Djougou, à quelques 50 km vers le nord. Nous déplorons à ce jour l'attaque sur des véhicules qui transportaient l'ATA de Djougou, qui transportait un honorable député provincial, un comptable, des policiers et des civils qui ont été sauvagement massacrés. Vendredi, l'armée congolaise avait indiqué avoir tué 7 combattants de la Codeco, qui prétend défendre les intérêts d'une communauté de l'Ituri, les Landous, en ciblant essentiellement une autre communauté, les Ema. Moi, vous avez vu, l'armée est là, l'armée n'a pas baissé les bras. Nous avons toujours cette option de notre armée, bien que ces gens utilisent toutes les méthodes non usuelles pour pouvoir s'attaquer à nos forces armées et à la paisible population. La population de l'Ituri s'en remet au pouvoir public afin d'aider à juguler cette insécurité que vit la région. Nous, la population de l'Ituri, nous rappelons au président de la République
que l'Ituri a besoin de la paix. La paix qui ne viendra que du gouvernement central. Et si ça ne vient pas, le reste c'est Dieu qui connaît. Nous continuons et nous continuerons à les rappeler. Ces tueries pourraient constituer des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale, a prévenu le 4 juin la procureure de la CPI Fatou Bensouda. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a accusé en juin la Codeco de poursuivre une stratégie de massacre de résidents locaux, principalement Emma, mais aussi à Lour, depuis 2017, afin de contrôler les ressources naturelles dans cette région aurifère. Et c'est la fin de ce journal. On se retrouve demain, même heure. Excellente soirée à tous.